Oh, la botte de Nevers. À moi, vous deux. Merci, monsieur. Vous plaisantez, monseigneur. Fort d'avoir écrit plus de 70 romans et près de 70 nouvelles, ainsi que des pièces de théâtre, des études historiques et des brochures chrétiennes, Paul Féval aura un beau succès dans les années 1800. Il est né en 1816 et meurt en 1887, dont Le Bossu sera son œuvre la plus connue, ainsi que la fameuse phrase de notre héros « Si tu n'y viens pas à la Gardère ira à toi ». Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Qui était ce Paul Féval? Ça a été l'un des auteurs du 19e siècle les plus traduits. Comment se fait-il qu'un romancier avec un tel talent soit aussi peu connu? Ah! Lâche! Dans les journaux, on parlait toujours de lui en disant « Monsieur Paul Féval, l'auteur du Bossu ». Féval a voulu faire reconnaître le roman en tant que genre littéraire propre. Un écrivain qui va nous lâcher Les Mystères de Londres, son adaptation des Mystères de Paris, qui va cartonner et enchaînera les romans feuilletons et va centrer ses écrits de façon beaucoup plus neutre, réprouvant la direction qu'il avait prise et revenant vers quelque chose de plus catholique. Comment avez-vous trouvé le roi, monseigneur, à son petit lever? De plus en plus autoritaire. En 1857, Le Bossu sort et l'écrivain va quitter Paris pour retourner à Rennes et renouer avec sa foi catholique en 1876, après plusieurs échecs et des finances en forte baisse, puis devient alors l'un des rédacteurs de la France illustrée de l'abbé Roussel. Je connaissais votre botte, monsieur de Nevers. J'irai plus vite encore. S'il est pour m'acquitter que de vous la prendre. En roman de cap et d'épée, il écrira en plus du Bossu Le Cavalier Fortune ou Le Capitaine Fantôme, puis va s'attaquer aux mystères urbains avec Les Mystères de Londres donc, ou Les Habits Noirs, les récits bretons avec Le Loup Blanc, La Belle Étoile, La Première Aventure de Corentin Quimper, et le fantastique avec La Vampire et le Chevalier Ténèbres. Félicitations, mon cher Pérol. Vos spadassins ont fait merveille devant Nevers. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Suite à des crises d'hémiplégie, il meurt dans un oubli total, mais en retravaillant ses œuvres donc avec un sens plus conforme à la morale catholique. Le Grand Prix Paul Féval de littérature populaire à l'initiative de Suzanne Lacaille, arrière-petite-fille de l'auteur, sera créé, lui, en 1984. Mademoiselle de Savoie n'est pas Vénus, bien sûr, mais devenir le neveu du roi de France, quel honneur. Toute l'œuvre de l'écrivain est tombée depuis dans le domaine public et trouvable gratuitement. Le Bossu sera adapté un grand nombre de fois, dès 1925 par Jean Quem, 1944 par Jean Delannoy, Une Belle pour le film dont nous parlons ici, en 1959, mais qui sortira d'abord en Allemagne, puis en Italie, et 1960 en France. Ce que le roi veut, Dieu le veut. Mais ce que Dieu a uni, le roi ne peut le désunir. Puis en 1997, c'est Philippe de Broca qui s'y colle avec Daniel Auteuil et Marie Gillin entre autres. À la télévision, ce seront les versions de 1967, Lagardère, avec le grand Jean Piat qui fit ma jeunesse, et créé par Marcel Julien. Mon cher cousin, mon meilleur ami, Philippe de Nevers n'est plus. Il a succombé sous les coups de misérables bandits. Un téléfilm sortira en 2003 par Henri Hellman avec Bruno Volkovitch. Le film met donc en scène le chevalier Henri de Lagardère qui va aider Nevers plusieurs fois alors que celui-ci doit partir en exil avec sa fille Aurore. Du courage, Isabelle. Le destin ne peut nous être éternellement contraire. Lagardère va s'arrêter une dernière fois près d'un château où le duc de Nevers essaie de s'en sortir alors qu'il était attaqué dans un complot et va découvrir sa botte secrète que l'on dit imparable. Sur place, le combat fait rage. C'est son cousin le prince Philippe de Gonzague, une belle ordure, qui a décidé de faire assassiner Nevers afin de s'approprier sa fortune et bien sûr sa femme. L'héritage de Nevers me reviendrait de droit. Et vous seriez l'homme le plus puissant du royaume. Lagardère combat les conspirateurs aux côtés de Nevers qui lui sera blessé mortellement. Il va prendre soin de sa fille Aurore et préparer la vengeance promise. Monseigneur, prenez garde. Oh, lâche. André Hunebelle va donc adapter le roman feuilleton assisté de Bernard Toublan-Michel qui va lui donner le succès attendu et permettra au réalisateur d'enclencher Le Capitan, Le Miracle des Loups, Les Mystères de Paris et bien sûr les deux sagas dont j'ai parlé, celle des Fantomas que je viens de finir et les OSS 117 dont il signera les scénars avec comme souvent son fils Jean-Alain et Pierre Foucault, leurs collaborateurs. Mon sang a coulé pour le défendre, mais nous avons succombé sous le nombre. Et mon enfant,
Un film mythique aujourd'hui, au dialogue très très bien écrit, avec en première partie les faits exposés, la fuite en Espagne, puis en seconde partie, la vengeance. Monseigneur, je vous vengerai. Mon enfant, prenez soin de mon enfant. Un tournage qui se fera au France Studio de Saint-Maurice, les Pyrénées-Orientales, le château de Pierrefonds dans l'Oise et quelques autres endroits de notre beau pays. Le budget du film semblant relativement bas, mais dont je n'ai pas pu trouver le moindre chiffre. Encore un? Oui. Je vends 100 titres. Pour le maquillage sous les idées de Jean Marais, c'est Gérard Cogan qui va confectionner ce dernier, tâche dont il va faire un très beau travail, comme il l'a fait plus tard sur la saga Fantomas. Ma bâche porte bonheur, monseigneur. Prier sur elle est un gage de fortune. Comme à son habitude, il fait travailler sa petite famille, le André Hunebelle, avec Marcel Grignon à la photographie, Claude Cariès et son équipe qui vont faire des exploits au ferré et aux cascades. Tout va bien, je peux vous dire que je m'appelle Claude Cariès et que pendant 40 ans, j'ai entraîné, réglé des scènes d'action, de combat avec armes. Vous allez déduire, j'ai 40 ans de carrière, j'en faisais à peu près 10 par an. Donc vous voyez à peu près le nombre de films. André Gardère en maître d'armes et les chorégraphies de Jean Guélis. Beaucoup reprochent comme toujours la réalisation d'André Hunebelle sur tous ses projets, mais sans jamais ou très rarement mettre en parallèle un réalisateur qui le dépasserait, voire un simple argument positif. Votre charme, monseigneur, était garant de votre réussite. Elle est simplement convaincue que nous poursuivons le même but. Ce réalisateur d'une grande classe, éduqué, n'ayant qu'une envie à l'esprit, nous, et seulement nous, le public. Un artisan donc, et ce n'est pas un vilain mot, entendez, travaille pour ses clients, nous-mêmes, et qui nous donnera souvent une image superbe qui aidera bien sûr à aimer et se rappeler ses films de manière très positive. Beaucoup de scènes resteront en tête, d'action, comique, ou dès le début du film, et ne nous lâchera jamais. Que mon épée votre bras sur les exécuteurs de la justice du roi. Sans confiance au jugement de Dieu. Le combat final reste un énorme moment, avec d'abord le bal, les décors et les costumes, un suspense parfait, avec ses lettres données en sous-main, et les combats parfaitement chorégraphiés chez Gonzague. À la musique, c'est Jean Marion qui s'y colle, marié à la fille d'André Hunebelle, Anne-Marie. L'on me dirait qu'il y a eu promotion canapé, que j'y croirais presque. Un compositeur qui travaillera chez le réalisateur jusqu'en 1962 et qui composera encore 6 musiques de films avant son décès en 1967, décès soudain. Né en 1912, il suit des études musicales sous la direction de Camille Arquet et va commencer comme pianiste de jazz puis compositeur de musique de film, plus d'une 50aine. Son thème du bossu y est absolument parfait. Le ciel est avec moi. Il ne délaissa pas le jazz pour autant, jouant notamment aux côtés de ses trompettistes Gaston Lapéroni et Arthur Briggs, ainsi que dans l'orchestre de Don Parker entre 1930 et 1950. Sa musique ample et pérenne construit le son, les images en cinémascope que compose Hunebelle, une ambition sonore et visuelle donc. Une musique avec grand orchestre sur de grands films sans louper le coche, où les cuivres, les cordes, les percussions et les instruments d'époque nous régalent sur les grands moments du film. Peu de musique au final dans l'édition Ciné-Musique qui se contentera de sortir une musique ripée du DVD en essayant au mieux d'en réduire les bruitages. Espérons une meilleure version un jour. Il faut que vous me promettiez de ne pas commettre d'imprudence. Que voulez-vous dire ? Le film va être un triomphe avec un public de tous les âges et familial et prendra la seconde place du box-office en France, juste derrière Le Baigneur de William Wyler, et va récolter donc 5,4 millions d'entrées en France. Un beau succès qui regonfle le plaisir de l'aventure dans le pays, le cinéma de Cap et d'Épée qui était alors, à la fin des années 50, tombé un petit peu en désuétude. Il reprend vigueur avec le succès du bossu durant les années 60. Si je suis bossu, vous en êtes un autre. Qu'ose-tu dire ? Henri de Lagardère, héros flamboyant et à l'honneur imparable, se devait d'être habité par un acteur tout aussi flamboyant. Surnommé le Petit Parisien par Cocardas et Passepoil, il est parfois appelé Chevalier de Lagardère ou tout simplement Lagardère. Grand acteur et faisant ses cascades lui-même, c'est bien sûr le fabuleux Jean Marais qui va interpréter ce rôle. Jean Cocteau le dira lui-même, une bosse, une barbe, une chevelure
Voici un masque facile à peindre pour confondre les traits. Mais Jean Marais refuse la facilité, un autre visage, un vrai visage horrible, voilà ce qu'il arrache du sien au risque de ternir la jeunesse et la grâce qu'il dissimule. N'oublions pas en plus que la démarche du bossu est parfaitement faite par Jean Marais. Depuis La Belle et la Bête, de l'ami de Jean Marais, donc Jean Cocteau, avec ce dernier maquillé, c'est à l'instar de Fantomas, lui, qui va avoir les idées pour son personnage du bossu. Jean Marais adore s'impliquer. Le déguisement est obligatoire pour Lagardère afin d'espionner et infiltrer ses ennemis. Alors que veux-tu de moi? Si je pouvais obtenir 2 invitations pour le bal du régent. Dans le livre de Henri-Jean Servat, Jean Marais l'enfant terrible, il va déclarer « J'ai trouvé tout seul les idées du masque et de la redingote de ce bossu dans la peau duquel se glisse Lagardère. Jusqu'alors, les acteurs qui avaient tenu le rôle pour donner le change se dissimulaient sous une opulente perruque bouclée. Moi, je me suis inspiré d'un tableau peint du XVIIIe siècle représentant un vieil homme au crâne dégarni. Il avait très fière allure. J'ai donc voulu que le bossu que j'avais interprété lui ressemblât et qu'il fût chauve. Monseigneur, n'a-t-il pas la bosse des affaires? Faudra que je te fasse rosser un jour pour tes impertinences. Et j'ai dessiné moi-même les croquis de ma silhouette et les esquisses de mon maquillage qui ne nécessitaient pas moins de 3 heures de préparation. Une transformation qui va le rendre absolument méconnaissable, avec un faux nez de travers, un front haut, son crâne dénudé, à l'exception de quelques cheveux épars, et un visage véritablement hideux, et va changer sa voix qui devient à la fois chevrotante et nasillarde. Ah, monseigneur, ma bosse ne porte bonheur que si on la caresse. Il cache ses dents afin que ses lèvres ne paraissent pas, qu'on ait l'impression qu'il est les gencives venues, et travaille sa démarche qu'il fait sautillante avec des petits pas vifs et un déhanchement dans son habit noir. Oh, monseigneur, excusez-moi. Tu m'as reconnu malgré mon masque? Un rôle démentiel dont Marais s'en tire avec tous les honneurs et il nous fait presque regretter de ne pas en avoir plus, faisant à la fois peur aux enfants à l'époque, puis une fois la surprise passée, nous régale. Vive Lagardère! Pour les combats, et comme à son habitude, il va demander de ne pas être doublé par respect pour le public et une idée qu'il a de lui-même. Une seconde carrière pour l'acteur passant de la tragédie à la Cocteau à l'homme d'aventure et d'action que l'on connaît mieux, notre Tyrone Power ou Errol Flynn à nous, avec une forme physique exemplaire et une envie de bien faire à 46 ans. 46 ans qui posera aussi un petit problème pour quelques-uns avec la différence d'âge entre Aurore et Henri, tout simplement parce que la jeunesse d'Henri n'est pas donnée, il n'empêche qu'il y a quand même quelques années. Comme beaucoup de romans à l'époque, l'humour se doit d'être présent et c'est avec le personnage de Bourvil, Passepoil, que cet humour va arriver. Un genre de rôle qu'il avait déjà interprété dans Les Trois Mousquetaires et Cadet-Roussel, respectivement en 1953 et 54, et toujours réalisé par une belle. Et, toujours réalisé par une belle, le suivant, Le Capitan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est ici le serviteur du chevalier Henri de Lagardère, sans savoir que ce dernier est aussi le bossu. Il fait même partie d'une bande de brigands au début, essayant de tuer Nevers. Il est le symbole du peuple et c'est par lui que le spectateur est quelque part représenté et que Paul Féval appréciait fortement. Regarde l'affreux bossu. Oh mon Dieu, retourne-toi. André Bourvil n'est pas encore la star du Cornio qui va jouer 10 ans plus tard, mais incarne parfaitement ce genre de personnage et reste le partenaire idéal pour aider le héros dans sa quête de vengeance, d'autant qu'avec Jean Marais, leur alchimie reste évidente. Il est malicieux, un vrai père pour Aurore, c'est lui qui va la changer, qui va lui donner à manger, ce qui est logique étant donné que Lagardère s'éloignait de l'image du père. Il m'a semblé que quelqu'un lui a prêté main forte. Achillus, il nous sera facile de faire disparaître à la fois le père et l'enfant. La première partie introduit le machiavélique Philippe de Gonzague, joué par François Chaumette, qui parvient avec sa voix reconnaissable à jouer un vrai et beau fourbe, un salopard de première, un acteur formidable pour jouer les méchants. Avant de mourir, le duc vous a confié à moi. Vous êtes maintenant madame sous ma protection. Je vous jure de tout faire pour vous rendre votre fille. Un homme qui a la confiance de beaucoup pour mieux trahir, tuer, car il n'hésite pas à le faire, promettant d'aider alors qu'il complote et n'hésite pas à frapper dans le dos. J'ai attendu jusqu'à ce jour pour vous confirmer la terrible nouvelle. Votre petite Aurore n'est plus. Il doublera Dark Vador pour le Star Wars de 77 de George Lucas ou Khan dans le Star Trek 2 de Nicolas Meyer et va nous régaler au théâtre, au cinéma avec Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, Christine de Pierre Gaspard VIII, L'Héritier de Philippe Labro, Mort d'un pourri de Jean-Jacques Aublanc et à la télévision jouera dans La Caméra explore le temps, Le Chevalier de Maison Rouge, Belphégor et j'en passe. Je peux vous certifier que ma fille Aurore de Nevers est vivante. Et si vous le permettez, j'aurai l'honneur et la joie de vous la présenter au... Aurore et Isabelle sont jouées toutes les deux par Sabina Selman,
ou Sabine Sesselmann plus tard, actrice allemande très belle et très bonne. Si je n'ai même pas le droit de sortir devant la maison, dites-moi tout de suite que je suis votre prisonnière. Enfermez-moi. Elle y est parfaite à l'écran et joue très bien son rôle. Elle ne tournera pas dans 2 grands films et c'est Gilberte Aubry qui la double en Aurore et Jacqueline Porel pour Isabelle. Personne ne connaît l'existence de cet enfant. S'il disparaissait en même temps que son père... Monsieur de Perrol, lui, est interprété par Jean Le Poulain, un grand acteur de théâtre et sociétaire, puis administrateur général de la Comédie Française. Au revoir, Pasquale. Il fera les beaux jours de l'émission Au Théâtre ce soir. Il est ici l'homme sous les ordres de Gonzague et reste un des conspirateurs, une belle saloperie. Même s'il n'est pas des plus courageux, il l'aide quand même à frapper dans le dos et périra bien sûr par la botte de Nevers. Allez, c'est pas tout ça, faut fouiller tout le marché et trouver quelqu'un qui nous donnera des renseignements sur nos 2 lascars. Beaucoup d'acteurs en second rôle ou tiers rôle apparaissent par-ci par-là, comme souvent dans le cinéma d'André Hunebelle, avec Bernard Desrand, Dominique Zardy et même le grand cascadeur Claude Carliez. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il y a un comédien, il y a un adversaire sur le toit qui se bat contre Jean Marais et sur lequel Jean Marais lui fait sa botte de Nevers. Et qui tombe du haut du toit et qui s'écrase. C'était une des interprétations, peut-être vous reconnaîtrez qui était cet imprudent. Quel est cet imprudent? Et bon... Claude Carliez. J'ai déjà vu sa tête quelque part. Écoute, je vais en avoir le cœur net. Viens. Le grand Guy Delorme, grand méchant du cinéma français, vous ne pensiez pas que j'allais l'oublier, même si ici il n'est juste qu'un spadassin qui apparaît à peine, nous régale encore d'une de ses performances physiques, et encore. Penses-tu, c'est un gars d'ici, ça se voit tout de suite. Mais on l'adore lors de l'attaque en Espagne, premier à mourir malheureusement. Le bossu va grandement lancer sa carrière dans le film de Cap et d'Épée, ayant commencé dans des rôles non crédités parfois, puis ce sera le Pardonnez nos offenses de Robert Hossein, le général Exelmans dans le Austerlitz d'Abel Gans. Les amis, je crois que j'ai une idée. Nous allons détacher sa bourrique. Elle va nous conduire sans aucun doute à sa maison. Avec des réalisateurs du genre comme Hunebelle et Bernard Borderie, il va vite s'imposer comme étant le méchant que l'on veut voir, l'homme de main, celui qui va donner du fil à retordre à nos héros, Jean Marais ou Gérard Barré, tout en sachant qu'il mourra obligatoirement, et il s'en amuse. Ça va durer longtemps votre truc, là. Il m'appelait le traître de service, quoi, l'homme damné du cinéma français, il m'a appelé, c'est dégueulasse. Pour bien, ça. Oui, je suis mignon. Bien sûr, Guy Delorme en est bien conscient. Le plus important pour lui étant de manger, il aborde ce métier avec plaisir, même si les rôles se ressemblent souvent. Attends, j'y vais. Pas pu te décider, ça ferait bourrique. Je rentre un jour et un copain me dit, tiens, il y a une belle qui cherche des gens, ils montent le bossu. Je dis, ah, bon, je dis, je vais aller voir. Champs-Élysées, la Pâque, là, je frappe et je tombe sur un assistant. Je vais te présenter à Monsieur Hunebelle. Il n'y a rien à faire. Aïe, 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 aïe. S'il te prend, c'est bon parce qu'il est très fidèle. Si tu fais un film avec lui, si je rentre dans le Burling, dis donc, une table comme les ministres, tu sais. Ils préparent leurs films, tous des machins. Hunebelle me regarde. Oui, c'est bon. Regarde. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Cadillac. Oui, un physique intéressant. Bon, bien. Est-ce que vous savez faire du cheval? Oui, oh là, oh, cheval. Surtout en steak. Et l'escrime, oh, l'escrime. J'ai pour qui me demande pas si je sais jouer la comédie. Ouais, c'est pour ça qu'il y a pas, j'ai pas grand-chose dans le film. Il est très bon dans l'escrime, qu'il maîtrise comme l'équitation, et donc destiné au film d'époque. Ce qui tombe bien, c'est la bonne d'époque. Et là, on a commencé à se bagarrer avec Jean. C'est la première fois qu'on a eu des altercations avec Marais. Figure, tête, jambe, blan. Excusez-moi si je fais des gestes. C'est un artiste, c'est un grand.
puis un être tellement adorable, tellement d'une humilité, de simplicité, avec cette espèce de voix, oh, il était merveilleux. Oui, il était aimé, bah, bien sûr, tout le monde. Jeannot, c'était un grand bonhomme, quoi. Il va donc devenir Rinaldo dans Le Capitaine. Tu protèges tête comme ça. Reste toujours en ligne. Vise les yeux. Et de là, comme ça a plu à Monsieur Hunebelle, il m'a dit, je fais le capitaine. Seulement, dans le capitaine, il m'a doublé. Parce que le capitaine, c'est Rinaldo. Messieurs de Capestan, voulez-vous, s'il vous plaît, me remettre votre épée? Il m'a doublé à la voix. Alors, je peux imiter toutes les voix que tu veux, n'importe quel accent, tout ce que tu veux. Il me double. Le comte Jean de Sénac dans Le Miracle des Loups, le capitaine de la garde dans Le Capitaine Fracasse. Ouais. De là, tiens, il y a un mec à tuer, tu viens? Ouais, d'accord, j'arrive. Avec quoi je dois le tuer? Oh, je sais pas, on verra, un couteau, poignard, l'épée. Je sais plus, j'en ai tué beaucoup. Et le fameux conte de Rochefort sur les 3 mousquetaires ou Maurever dans les 2 films de Pardaillan, Le Chevalier et Hardy Pardaillan. Son personnage d'ailleurs sur le premier film meurt et est tellement important pour les gens qu'on va le ressusciter pour le second. Alors il y a eu une gravure, j'étais étiqueté le traître du cinéma français, l'âme damnée du cinéma français. À la télévision, ce sera pareil. En parallèle à son métier d'acteur, il fera partie de l'équipe du responsable des cascades, Claude Carliez, et sera même un tueur pour Michael Lonsdale, Andrax, dans le Moonraker de Lewis Gilbert. Il nous quittera en 2005. Les jeunes d'aujourd'hui trouveront-ils chaussures à leurs pieds avec ce grand film d'aventure, peut-être trop daté pour eux? Et pourtant, quelle verve, quelle aventure, quelle vivacité dans l'envie de bien faire. Et pourtant, que de diffusion télévisée, de sorties ou de projections à l'école et d'enfants heureux après le visionnage du film, les yeux pleins d'étoiles, de par l'histoire et la narration visuelle du bossu dont nous parlerons longuement à l'école et à chaque fois qu'on le reverra, surprise à nouveau. A écrit de son sang sur l'extrait de naissance de sa fille, le nom de son assassin. Ce nom, tu vas lire, c'est le tien. Une tradition de l'œuvre française bien faite, de l'adaptation romanesque et des acteurs français convaincants dans la façon de jouer qui correspond aux hommes d'honneur d'avant. Je vais l'entendre de ta bouche. Misérable! Tu viens de signer ton crime! Un cinéma populaire, ce qui n'est pas encore devenu un gros mot quand l'on voit la même chose en 2025 sur Alexandre Dumas. Et oui, chère sous-actrice, je vous emmerde moi aussi, vous êtes loin de ce que ce bossu donnera avec votre version d'Alexandre Dumas. Le film de KPDP manque cruellement aujourd'hui et dont l'un des derniers parfaits exemples en est Le Masque de Zorro de Martin Campbell. Il est plaisant d'y voir aussi notre culture, nos décors et une époque de notre pays que l'on aime, romancée mais que l'on aime, l'histoire de France par un roman et qui ne peut du coup être critiqué pour être réaliste ou pas. Le bossu, comme beaucoup d'autres films de cette époque, fait partie du patrimoine français dont le public, lui, en est très friand. André Hunebelle passera le reste de sa vie à ne faire que ça, nous faire plaisir, contre la critique qui n'y voit rien de bon, un cinéma facile pour eux, donc à le faire, continuant à traiter les spectateurs comme des débiles, ceux qui aiment ça, le peuple d'en bas. Alors critiquer le film aujourd'hui sans le remettre en vision d'époque, c'est facile, voire trop facile, et dans ce cas, faites pareil avec Méliès, Murnau ou n'importe quel film d'époque qui vont vite devenir merdiques. Non, point de cela, on regarde l'œuvre pour ce qu'elle est, et comme elle l'a été en 1960, bordel. Et si vous l'avez vu enfant, gardez ces yeux-là aussi, c'est beau, sinon rien n'est jamais bien et tout a toujours vieilli. Preuve en est que peu, voire aucun film français ne s'approcheront de ce bossu des années 80 à nos jours. Le bossu restera un des meilleurs films d'aventure français, comme l'en ont fait plus, et ne me lancez pas sur le Pierre Ninet de Monte Cristo. Un grand film réussi et maîtrisé, un vrai film de notre pays, avec nos églises, nos cathédrales, nos châteaux, un 7 poils sur 6 plein de panache, avec rien de mieux qu'une histoire de vengeance.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub et avec des lives inédits tous les 15 jours. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses et vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Dieu bénisse votre union.